Bienvenue sur ce plateau pour parler de la 31e édition de la CAN de football qui s'est achevée, vous le savez, à Libreville sur la victoire du Cameroun en finale 2-1 contre l'Égypte. Cinquième sacre, et oui, des Lions indomptables, 15 ans après le dernier, c'était en 2002 au Mali. Alors, pour en parler avec moi, Alassane Seck. Bonjour Alassane. Bonjour Emmanuel. On va faire le bilan ensemble donc de cette CAN. Alors, tout naturellement, on va commencer évidemment par le Cameroun. À votre avis, sur le jeu pratiqué en finale et même sur l'ensemble des prestations dans cette CAN, une victoire méritée? Oui, c'est une victoire amplement méritée. Je dirais que le Cameroun est l'équipe qui a la mieux géré ce tournoi. Et c'est une victoire méritée parce que simplement aussi, il y a eu les Camerounais ont un mental d'enfer. Et ils ont su jouer sur les forces et les faiblesses de leurs adversaires. Ils ont eu un plan de jeu dans les différents matchs et ont su exécuter ces plans. Comme contre le Sénégal, ils savaient que le Sénégal était d'un cran supérieur. Ils ont laissé le Sénégal venir, ont accepté la domination du Sénégal pour placer des contres et ont résisté pendant 120 minutes. Ils pouvaient même résister pendant 200 minutes sans que les Sénégalais marquent de but. Contre le Ghana, on a vu une équipe du Cameroun qui est venue, qui a attaqué et cogné le Ghana, qui a surpris le Ghana. Et en finale, on a vu cette équipe du Cameroun qui était dominée en première mi-temps par l'Égypte, qui s'est rebiffée en deuxième mi-temps. C'est dire donc, comme je l'ai dit, ils avaient un plan qu'ils ont exécuté à merveille. Et en plus de ça, ils ont des joueurs qui ont un mental de fer, qui sont déterminés et qui ont su respecter les consignes de l'entraîneur. Est-ce qu'on peut parler, Alassane, d'une équipe caméléon véritablement? Parce qu'on s'aperçoit que Hugo Bross, j'ai l'impression, a imposé un style de jeu différent et un schéma de jeu tactique différent en fonction des adversaires. Ça implique quoi? Ça implique que les joueurs doivent s'adapter et doivent donc avoir une certaine intelligence quand même pour écouter les consignes différentes parfois du sélectionneur. Bien sûr, il a des tactiques flexibles compte tenu du niveau de l'adversaire et de la valeur de l'adversaire. Je le disais à quelqu'un, je vais le comparer à Antonio Conte. Antonio Conte avec l'Italie dans la Coupe d'Europe de 2016, de l'année dernière. Antonio Conte a su toutefois imprimer à son équipe un style de jeu qui s'adaptait à l'adversaire. Il est toujours arrivé à parvenir à se mettre au goût de l'adversaire. Hugo Bross a fait la même chose. Contre le Sénégal, il s'est dit que je suis d'accord, le Sénégal est meilleur que nous, mais il a adopté une tactique qu'on pouvait appeler une tactique de laisser venir. Donc c'est une domination au contraire qu'il a acceptée contre le Sénégal. Et parfois, il a donné la vérité à ceux qui disent que parfois la meilleure façon de se défendre, c'est de bien se défendre. Vraiment. Alors, il faut remettre quand même cette sélection du Cameroun dans le contexte d'avant la CAN. Elle a d'autant plus de mérite d'ailleurs à avoir gagné. Souvenez-vous, 8 joueurs ont fait défection, et non des moindres, Choupo-Moting, Matip. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, en fait, paradoxalement, servi Hugo Bross dans la mesure où ça lui a permis de ressouder un petit peu son groupe et de puiser une certaine motivation parmi les joueurs qu'il avait convoqués? Et bien sûr, c'était une motivation supplémentaire. Mais aussi, il y a le fait que, je l'avais dit dans le débat qu'on a fait avant la Coupe d'Afrique, quand on a parlé de la défection de ces joueurs, j'avais dit une chose, que le Cameroun reste et demeure une équipe toujours dangereuse. Moi, si j'avais à définir les Lions indomptables, je dirais que ce sont les Allemands de l'Afrique. Donc, ils sont toujours très soudés, ils ont la rage de vaincre. Et comme vous l'avez dit, donc les joueurs... quelques jours de la Coupe d'Afrique, des jours à quelques jours de la Coupe d'Afrique décident de ne pas répondre à l'appel du drapeau. Donc, était une motivation supplémentaire pour ces joueurs, était une source de motivation pour le public à pousser ces joueurs vers la victoire. Et ce n'est que juste raison si, au bout du compte, les Camerounais sont parvenus à gagner et les absents ont eu tort. Et il n'est pas certain d'ailleurs que si certains de ces joueurs qui avaient fait défection avaient joué cette CAN du bout des lèvres peut-être, le résultat aurait été le même. Mais c'est là où réside le mérite de l'entraîneur. Comme vous l'avez dit, effectivement, s'ils étaient là, il y aurait les égos. J'ai évoqué le cas du Sénégal avec Henri Casperza qui a dit que j'ai démissionné parce qu'il y avait des égos. Hugo Bross a su gérer l'équipe en dehors, dans le terrain et en dehors du terrain.
Nkoulou et Vincent Kompany sont des titulaires indiscutables dans cette équipe. Et pourtant, ils étaient mis sur le banc de touche. Nkoulou et Aboubacar, oui, qui ont marqué les buts de la finale. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas branché. Et pourtant, c'est eux qui ont fait gagner le Cameroun cette Coupe d'Afrique. C'est les 2 buteurs de la Coupe d'Afrique. Donc, le mérite de l'entraîneur, ce n'était pas seulement les tactiques qu'il a mis en place dans le terrain, mais aussi sa gestion de l'effectif en dehors du terrain. D'où l'importance aussi des remplaçants, on ne le dira jamais assez. Un petit mot quand même brièvement sur l'Égypte, finaliste. Il m'est apparu que cette équipe d'Égypte, surtout en demi-finale et aussi en finale, était un petit peu courte physiquement, non? Oui, elle était émoussée, peut-être parce qu'elle a joué 120 minutes en demi-finale. Mais aussi, il y avait le fait aussi qu'il y avait ce climat-là, le climat qui était beaucoup plus propice pour les Camerounais qui sont jusqu'à la porte d'à côté. Mais il faut une consolation à cette équipe d'Égypte qui a bien joué. À certains moments, elle m'a rappelé ces équipes d'Égypte qui avaient gagné la Coupe d'Afrique, les Coupes d'Afrique de 2006, 2008 et 2010. Ouais, une équipe toujours très groupée, avec de la solidarité dans le jeu. Très homogène aussi. Très homogène, avec la flexibilité, parfois une défense de 3, parfois une défense de 4, un milieu de 5 ou de 4. Donc il y avait eu beaucoup de flexibilité. Et ils ont eu un mérite, après une absence de 4 Coupe d'Afrique, je crois, de revenir et de se hisser aussi, comme le Cameroun, à la tête de l'Afrique. Oui, ils étaient absents en 2012, 2013, 2015. Voilà, ils sont revenus et sont vite replacés à la tête de l'Afrique avec le Cameroun. Donc, banalement, brièvement, c'est les 2 équipes qui ont su mieux gérer ce tournoi qui sont parvenues en finale de la Coupe d'Afrique. Comme quoi, il ne suffit pas d'avoir une meilleure équipe, mais d'avoir bien géré entre eux. C'est sûr. Alors, l'heure tourne, Alassane. On va quand même aborder, il faut le faire, les quelques déceptions, brièvement. Moi, je pensais à l'Algérie, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, peut-être même au Gabon. Donc, pour vous, quelle est la principale déception? Elles ont toutes déçues. Que ce soit l'Algérie qui, sur le plan défensif, n'était pas des meilleures. Elle comptait peut-être sur les velléités individuelles de Mahrez ou de Slimani ou de Brahimi. Mais au bout du compte, ce n'était pas un collectif. Ce n'était pas du tout un collectif. Ce n'était pas l'Algérie qu'on connaissait, surtout quand on sait qu'elle avait fait une belle prestation en Coupe du Monde. Du Mondial 2014, oui. Oui, c'était pratiquement les mêmes joueurs. Peut-être qu'il y avait eu des joueurs qui sont partis à la retraite, comme le capitaine, qui est maintenant entraîneur adjoint, je crois. Oui. Voilà, donc c'était ça, quoi. Mais ce n'était pas une raison pour cette équipe d'Algérie d'avoir cette piètre prestation. L'autre déception, c'est aussi la Côte d'Ivoire, qui peut-être a voulu jouer sur le passé, sur sa réputation. Bon, c'est les Kolo Touré. C'est un complexe de supériorité, peut-être, non? Voilà, c'est ça. Ouais. Peut-être les Yaya Touré et les Kolo Touré ne sont plus là. C'est eux qui avaient gagné la Coupe d'Afrique, mais ces joueurs se devaient de redorer ce blason. Mais malheureusement, ils ont voulu jouer sur leur réputation et ont été très décevants pour le public ivoirien. Et je crois que beaucoup d'entre eux ne méritaient vraiment pas leur place. Compte tenu de leur performance dans cette équipe, ne méritaient pas leur place là-bas. Alors, le corollaire, Alassane. Et l'autre déception, il faut en parler, le Sénégal. Allez-y. Ça vous tient à cœur, je sais. La grande déception, premier au classement FIFA mondial, au classement FIFA, en ce qui concerne les pays africains, le Sénégal n'est pas parvenu à passer le cap des quarts de finale. Et si on ajoute à cela que le Sénégal avait 23 joueurs qui sont pratiquement tous titulaires dans leurs équipes en Europe, et si le Sénégal peut se permettre même de laisser 3 joueurs en première division anglaise, qui est la meilleure ligue d'Europe, 3 joueurs. Ce week-end, les 2 joueurs sénégalais ont été les tombeurs de Liverpool. Ils n'étaient même pas dans la liste des 23 joueurs sénégalais. Niasse Ndiaye, oui. Niasse Ndiaye, ça veut dire que le Sénégal a vraiment déçu compte tenu de son effectif. Peut-être il y a eu l'inexpérience de l'entraîneur qui en était à sa première Coupe d'Afrique, Aliou Cissé. Et peut-être qu'il aura besoin d'un peu d'expérience. Et le Sénégal n'a pas su gérer ce tournoi. Je dirais que, comme j'ai dit auparavant, la Coupe d'Afrique, ce n'est pas une bonne équipe, mais c'est une bonne gestion. C'est une gestion de l'effectif. Hein. Ouais. Comme le Brésil, l'Allemagne et l'Italie savent gérer une Coupe du Monde. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, les bonnes surprises, on va passer, non pas outre, mais brièvement. Moi, je ne m'attendais pas à voir le Burkina Faso en demi-finale, personnellement. Non, moi... Effectivement, je les voyais en quart de finale et peut-être en demi-finale. D'une équipe burkinabé qui est sur la pente ascendante et qui est l'adversaire du Sénégal. Les Sénégalais regardent cette équipe burkinabé avec, comme leur concurrent direct sur la voie de la Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qui a surpris, qui a
qui a atteint ses objectifs, parce que troisième place, je dis qu'aujourd'hui, ils sont en fête, parce que pour eux, la troisième place est une belle place. Absolument. Voilà. Alors, Alassane, les révélations, moi personnellement, je ne les connaissais pas trop. Christian Bassogog pour le Cameroun, Fabrice Ondoa, le gardien camerounais. Bonne révélation. Avec Christian Bassogon, comme vous l'avez dit, il s'est révélé. C'est le Messi, on l'appelle maintenant le Messi camerounais, le Lionel Messi camerounais. Je l'ai vu contre le Sénégal, durant ce match-là, les Camerounais ont attendu, mais ils ont procédé par des comptes, mais surtout en s'appuyant sur lui. Cela en dit long sur son talent. Mais il y a également, pour moi, Mukanjo, le capitaine de l'équipe. Mukanjo, bien sûr, qu'on connaissait un petit peu plus quand même. Ouais, qu'on connaissait un peu plus, mais c'était pratiquement l'entraîneur dans le terrain. Oui. Je le voyais, c'était le relais idéal. Oui, le capitaine du bateau. Et il a mené ce bateau à bon port. Je l'ai vu tantôt défensivement, tantôt offensivement, tantôt défendre sur les flancs. Donc, c'était le point focal de cette équipe-là. Donc, et quand on est un leader et quand dans le terrain on applique les consignes de l'entraîneur, cela en dit long sur le talent de ce jeune garçon. Bassongo, il est bien, mais Moussongo, pour moi, sur le plan général, donc, a beaucoup contribué sur la victoire du Cameroun. Alors, la dernière question, on doit conclure. Le but de la CAN pour vous et aussi l'image qui vous restera gravé dans votre mémoire? Pour le but, il y a eu beaucoup de buts. Le but de Piketty de la Guinée-Bissau, cette action individuelle conclue par un tir était un joli but. Il y a aussi eu ce but marocain contre la Côte d'Ivoire, donc ce tir sur la lucarne. Mais le but qui a valu 3 millions de dollars au Cameroun. C'était le but de Vincent Aboubakar. Là, ce n'est pas le journaliste qui parle, c'est l'ancien footballeur qui parle. Je dirais que c'est très joli. Ouais. Il y a eu la technique, quand vous savez, une longue passe, la balle venait sur son dos, il s'est retourné pour contrôler la balle de la poitrine, faire un petit crochet, je dis, et enchaîner avec un tir, tout au milieu de 3 défenseurs. Je crois que c'était très difficile. Un beau qui mérite le titre, hein, vraiment. Voilà, qui mérite le titre. L'image L'image, en ce qui concerne, c'est les pleurs du gardien El Hadari hier. Et cela explique qu'il a toujours la rage de vaincre, qu'il est toujours déterminé. Et il doit donner un exemple aux jeunes Africains et même aux jeunes du monde. Gagner 4 fois la Coupe d'Afrique, perdre une Coupe d'Afrique et toujours pleurer parce qu'on veut toujours gagner la Coupe d'Afrique, c'est du patriotisme, c'est de la longévité. Et c'est de l'hygiène de vie aussi. À 44 ans, si on garde toujours les buts d'une équipe, tout à fait, qui prétend gagner la Coupe d'Afrique, je crois qu'il mérite amplement nos accolades. El Hadari, figure emblématique du football africain et même mondial. Alassane, merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau. La 31e édition s'est refermée donc sur la victoire du Cameroun, 5e sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Et dans 2 ans, les Lions indomptables seront à domicile. Attention par conséquent, attention aux crocs et aux griffes de ces lions de retour. Merci de votre fidélité, à très bientôt.